Et le prétexte de cet entretien, c'est le colloque organisé à Dakar depuis hier qui réunit 6 chefs d'État, colloque organisé par le Sénégal, mais également par le FMI, le Fonds monétaire international, l'ONU et le Cercle des économistes français, le Cercle français des économistes pour être plus précis. Alors Mounirou Ndiaye, vous êtes professeur d'économie, enseignant, chercheur associé à l'IPA, vous aimez le préciser. Première question, le niveau d'endettement du Sénégal. En 2020, nous serons à 8 000 milliards et 8 076 précisément milliards. Hein. Ce niveau d'endettement est-il normal, raisonnable? Raisonnable? Bon, je pense que pour le moment, il faudrait écouter ce que disent les membres du gouvernement. Ils ont raison d'une certaine manière. Mais aussi les Sénégalais ont raison de s'inquiéter pour une dette qui était à 17% du PIB. Vous coupez 2006. La poire en deux là, vous ne répondez pas. Non, c'est-à-dire que je veux dire simplement que tout le monde a raison pour le moment. Mais celui qui a moins raison, c'est le gouvernement. Tout le monde ne peut pas avoir raison. Non, c'est-à-dire qu'il y a deux types d'inquiétudes qu'il y a. Les deux types d'inquiétudes. Oui, les deux types d'inquiétudes. Voilà, la première inquiétude pour les populations, c'est que le rythme d'endettement du Sénégal est vraiment très élevé. Parce qu'on est passé d'un niveau d'endettement de 17% à l'issue du programme PPTE à aujourd'hui 53%. Et si on était dans l'ancienne base de calcul, avant qu'on ait changé en 2014, on serait aujourd'hui à presque 65 ou 66% d'endettement. Donc, ce qui fait que ça, c'est la première inquiétude. Le plafond, c'est 70%. On n'a pas encore atteint le plafond. Exactement, ça, c'est la première inquiétude parce que, quand même, le rythme est très élevé. Mais dès lors qu'on n'a pas encore atteint le plafond, pourquoi les gens s'inquiètent? Non, les gens s'inquiètent par rapport au rythme. C'est pourquoi je vous dis, parce que l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, c'est par rapport à ceux qui savent. Ceux qui savent effectivement que le rythme de croissance économique au Sénégal, quand même, est assez faible. La productivité de l'économie sénégalaise est très faible. Nous avons englouti dans l'économie sénégalaise, dans le cadre du plan d'action prioritaire 2014-2018, plus de 6 000 milliards pour une croissance cumulée de 23%. Pendant 4 ans, c'est très faible. Une productivité des facteurs de production au Sénégal qui avoisine les 18%. Un taux d'investissement qui n'est pas encore de 30%. Ce qui reste des inquiétudes. C'est-à-dire que d'ici quelques années, nous serons quand même dans un processus de surendettement qui va causer des problèmes à toute l'économie du pays. Excuse-moi, Justin, je suis profane. On parle pour les États-Unis de 22 000 milliards de dollars de dette. Pour nous, le Sénégal, 8 000 milliards de CFA. Je reviens à la charge, on s'inquiète. Il ne faut pas, quand même, comparaison n'est pas raison. Aux États-Unis, vous avez un PIB qui avoisine les 24 000 milliards de dollars. Au Sénégal, le PIB ne fait pas 30 milliards de dollars. Donc, vous voyez que 25 000 milliards de dollars pratiquement de PIB comparé à 30 milliards de dollars de PIB, les chiffres valent les pays dont il est question. C'est pourquoi donc, on ne peut pas faire les comparaisons. De toute façon, aux États-Unis, ils n'ont pas de problème de solvabilité ni de problème de soutenabilité de dette. Nous, si on avance depuis quelques années, nous sommes passés d'un service de la dette de 598 milliards de francs CFA en 2000 et nous en sommes cette année à 879 qu'on va payer les charges financières plus l'amortissement du précédent. Et Papi, je pense qu'on l'a suivi dans le journal, le président Macky Sall, qui ne semble pas très inquiet de ce niveau d'endettement. Aucun chef d'État, puisqu'on parle de l'Union, aucun chef d'État ne semble être préoccupé par la récurrence ou le rythme de l'endettement. Ça peut se justifier économiquement. Oui, ça peut se justifier parce que eux, ils sont dans un jeu, ils sont dans un carcan de chiffres. Parce qu'on a dit que la croissance ne se mange pas. Certains ont dit oui, d'autres ont dit non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la croissance est là. Nous parlons de 6%, même si elle n'est pas soutenue, parce qu'on est passé d'une croissance de 7% en 2017, on attend 6,80% en 2020, ce qui fait que donc la croissance n'est pas soutenue. Mais ce niveau de croissance-là n'est pas très inclusif. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts étrangers. Si vous regardez, si vous avez un pays comme le Sénégal, où 25% des créations de valeur ajoutée sont faites par des entreprises françaises, si vous comptez les entreprises chinoises, les Turcs, les Marocains, qu'est-ce qui reste de la croissance économique? Ce serait une croissance de façade? C'est une croissance qui est là, mais malheureusement qui n'impacte pas réellement les populations. Alors si on essaie de faire un rapport entre le plafond de 70% d'endettement et le déficit de 3%. Bon, il faut savoir que quand même nous sommes partis de très loin. En 2012, quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, on était à 7% environ de déficit. Il fallait quand même trouver une solution parce qu'il y a eu même des efforts qui ont été faits entre-temps pour que le taux
le déficit public baisse jusqu'à moins de 4% en 2016 et aujourd'hui, quand même, nous sommes à 3%. Cette année, quand même, l'approche qui a été utilisée était la bonne approche. Nous pensons que nous espérons que le gouvernement va continuer cela. Cette année, ils ont évalué d'abord les recettes et ils ont correspondu les dépenses qu'elles veulent faire, tout en respectant le déficit de 3%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez les recettes prévues et le déficit de 450 milliards de francs CFA qui sont prévus, vous tombez exactement sur les 3% pour respecter les critères de convergence. Alors c'est pour ça que le FMI dit donc lors de ce colloque que le Sénégal est un bon élève. Le Sénégal est un bon élève pour le FMI. Il ne faut pas oublier que l'endettement a été toujours un point de chantage qui a été toujours utilisé par des étrangers pour venir fouiner dans nos affaires. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas libres. Il y a beaucoup d'infléchissements stratégiques sur la politique économique qui sont dus au fait que nous dépendons un peu de l'endettement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on faisait fi du déficit public qu'on finance par l'endettement extérieur et intérieur, le Sénégal aurait laissé de côté beaucoup de projets. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique, c'est l'autonomie, l'indépendance, la possibilité d'avoir une mainmise totale, intégrale sur toutes les politiques que nous avons déterminées. Aujourd'hui, le FMI nous accompagne techniquement, c'est vrai, mais quand même, c'est 30 ans, 36 ans, depuis 79 ans, c'est presque 40 ans d'accompagnement du FMI alors que nos problèmes les plus primaires sont encore là. Je pense que le FMI est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que réellement, dans la pratique, au regard de comment cela se passe, est-ce que c'est un accompagnement? D'ailleurs, je vais quand même avoir une pierre contre votre patron. Votre patron a dit, Youssou a dit qu'il a aidé le Sénégal à annuler les dettes. Mais il nous a tués. Parce que quand le jeu de l'économie... Non, j'ai dit... non, c'est juste... Mais pourquoi lui l'exemple? Non, le plus intéressant, c'est de nous expliquer justement. Voilà, exactement. Je disais simplement que les suppressions de dettes nous ont posé beaucoup de problèmes. En quoi? Ça nous a posé des problèmes. Le plus simple, c'est que ceux avec qui nous commerçons et nous échangeons, nous coopérons, c'est des gens qui ne nous font aucun cadeau. Quand on fait une suppression de dettes, ils vont revenir avec une charge, avec une offensive beaucoup plus pernicieuse. Je vous donne un exemple. En 1994, on a fait la dévaluation. On nous a dit, oui, on va supprimer des dettes, mais tout de suite après, on a vendu la nationale à 110 milliards. 34% de la nationale. Mais c'est quoi le lien? La suppression de la dette et parce que si on continue comme ça, nous allons encore besoin de programmes PPTE et il y en aura. C'est-à-dire qu'on va dans l'austérité. Alors, il ne faut pas continuer cette dynamique. Mounirou, une alternative. Il y a un petit souci technique, juste le temps de faire l'ajustement, c'est de rappeler le prétexte de cet entretien, le colloque qui se tient à Dakar actuellement, qui réunit le Sénégal avec 6 chefs d'État, autour du FMI, mais aussi du club français des économistes. Il y a également l'ONU qui participe à ce colloque. Alors on va aborder certainement le problème du CFA. Faut-il rester arrimé à cette monnaie ou alors faut-il en sortir? Le président Ouattara, comme Macky Sall, nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi dans l'élément du JT. Je pense qu'on reviendra dessus, Papis. Et Ouattara, qui a été formel, qui reste ancré dans cet arrimage et qui estime que, en tout cas, dans l'union en question, l'UEMOA, il n'est pas question aujourd'hui de changer, d'avoir une autre alternative, ou d'aller dans un autre sens. Idem pour le président Macky Sall, qui, à la limite, est d'accord sur le principe de changer le nom du CFA, mais pas sur le principe, et donc l'arrimage à l'euro. Je pense qu'on pourra aborder avec lui l'actualité qui concerne la Sénélec, avec cette augmentation annoncée depuis elle est effective depuis le premier de ce mois, Papis. Là également, peut-être un paradoxe à relever. Je vais certainement lui demander, est-ce qu'on n'est pas en situation d'ajustement structurel, qui ne dit pas son nom, avec ces augmentations et presque cette mise sous tutelle des institutions de Bretton Woods. Je pense que cette histoire de la Sénélec mérite que l'on revienne dessus avec notre invité. Alors, je pense que cette fois-ci, il est d'attaque avec le micro qu'on vient de mettre en place.
Le niveau d'endettement, disions-nous, il était en train aussi d'expliquer pourquoi il n'était pas d'accord avec Youssou Ndour, qui a fait annuler la dette, qui a participé en tout cas à l'annulation de cette dette. Expliquez-nous pourquoi. Vous en étiez au mécanisme. Exactement. Je dis simplement que le rythme d'endettement que nous avons est un rythme d'endettement que nous avions avant et qui nous a valu des programmes de suppression, programmes PPTE. Et de programmes PPTE, il n'y en aura plus. Parce que nous avons les mêmes problèmes que ceux qui sont censés nous aider. À chaque fois qu'ils vont supprimer les dettes, ils vont revenir avec des offensives. C'est pourquoi j'ai dit qu'en 1994, quand on nous a dit qu'il y avait des suppressions de dettes, tout de suite, on a bradé nos entreprises publiques à des étrangers, à des entreprises occidentales qui sont venues. La Sonatel a été vendue à 34%, à 70 milliards de francs CFA à l'époque. En 1999, quand nous étions éligibles au programme PPTE, la même année, JTI est venu au Sénégal se faire un contrat vraiment extrêmement juteux sur l'électricité, avec 50 MW qui sont produits pour 950 millions par jour, et payés en dollars avec une clause de take or pay. Par la suite, on a vendu à Millicom International une licence bradée à 50 millions qui a généré par la suite combien de milliards, qui a été vendue récemment à 80 milliards de francs CFA. Vous voyez que donc, c'est même négatif de bénéficier de suppression de dette. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement avoir un rythme d'endettement maîtrisé, y réfléchir et ne pas trop écouter les politiciens. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que l'effacement de la dette ne date pas d'aujourd'hui, et c'était une demande africaine, en tout cas les pays en voie de développement ou les pays du tiers-monde, comme on disait à l'époque. À ma grande surprise, je n'ai pas entendu un économiste s'en alarmer. Quelques années après, vous êtes le seul, apparemment, à vouloir ramener la conscience pour dire que ça a été une erreur au départ. Non, je ne dis pas que c'est une erreur. Moi, je fais une analyse. J'ai pris une déclaration qui dit qu'on a supprimé les dettes. J'ai dit, attention, il faut qu'on fasse une analyse globale de la situation. Ce n'est pas comme ça qu'on analyse en économie. Vous savez que l'économie, c'est une science qui a des règles, qui a des mécanismes qu'il faut comprendre. Il y a des jeux d'intérêt. Les Occidentaux nous ont toujours dit, à travers la déclaration de Gaulle, qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, suppression de dette, ce n'est pas par amitié, c'est par une stratégie quand même souterraine qui va venir quand même, une offensive qui viendra quand même prendre plus. Ils vont supprimer 1, ils vont en prendre 10. Donc, il faudrait que les gens se mettent dans la tête qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est emprunter des mécanismes, des processus, des dynamiques qui nous permettront quand même de nous dépasser la dette. Bon, il faut savoir d'où provient la dette. Il y a d'abord une première chose. C'est que, c'est vrai, je dis que, tout à l'heure, j'ai oublié d'aborder un aspect. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'alarmer, effectivement, si jamais, quand des dettes arrivent à échéance, quand le dernier paiement de dette a été effectué pour certaines dettes, on peut recontacter des dettes. Ce n'est pas grave. C'est-à-dire que, par exemple, en 1982, nous avions emprunté de l'argent pour le Bara de Diama et de Manantali. Les échéances de paiement vont finir en 2026. Donc, il y aura capacité de s'endetter en plus. Les 70 milliards qu'on avait empruntés pour l'aéroport AIBD à l'AFD, les 40 milliards du moins empruntés à l'Agence française de développement, vont arriver la dernière échéance va être payée en 2034. Donc, il faudrait rassembler tout cela pour faire une analyse globale et dire que le Sénégal est solvable ou non pas solvable. Mais le rythme quand même est un rythme quand même assez élevé et que même avoir un budget de 4 000 milliards et payer 870 milliards de services à dette, quand même, c'est un peu quand même être tenaillé dans des charges. Passons très rapidement au CFA. Faut-il en sortir, Mounirou? Bon, je pense que c'est un débat qui est là. Mais moi, je pars du principe que on parle de stratégie aujourd'hui. Nous sommes depuis plus de 40 ans sous la tutelle de gens qui véritablement mettaient en avant leurs intérêts avant de vouloir nous aider, même s'ils ont la volonté de nous aider. Le fait d'avoir quand même une monnaie gérée par ailleurs, par des individus qui ont des intérêts, il y a les APE. Les APE, quand même, c'est des questions de compétitivité. La compétitivité dépend de la monnaie. Si vous n'avez pas de maîtrise sur la détermination de vos taux, parce que le franc CFA est une monnaie qui est arrimée à l'euro. Le franc CFA donc dépend de la détermination de la politique de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Nous voulons juste dire que dans une époque où on parle de stratégie, c'est par principe que nous disons que nous voulons avoir notre autonomie sur le plan des décisions intégralement pour pouvoir quand même décider de la destinée monétaire. Et quand vous, en tant qu'économiste, quand vous entendez aujourd'hui, par exemple, ce que nous avons eu dans cette conférence de presse entre Ouattara et le président Macky Sall, qui semblent se plaire dans cet arrimage. Bon, je pense que c'est deux présidents qui sont étiquetés être proches de la France. Ça n'obéit pas à des raisons économiques. Le président Macky Sall et le président Ouattara sont libres
d'avoir les avis qu'ils peuvent avoir. Oui, ils évoquent la stabilité notamment. Exactement, la stabilité. Mais, moi, je vous dis une chose. On a toujours parlé de stabilité. De quelle stabilité nous parlons? Il n'y a pas de stabilité. Si aujourd'hui la Sénélec nous parle de... parce que le cours du baril a augmenté, alors qu'on avait un fonds de soutien à l'énergie pour faire des anticipations, pour prévenir cela. On revient en même temps de dire que oui, le baril a augmenté, et ainsi de suite. Où est la stabilité? Et figurez-vous que des fois, le cours du baril augmente parce que tout simplement, l'euro est devenu fort par rapport au dollar. Quand l'euro est fort par rapport au dollar, les gens qui vendent le pétrole en dollars savent que le dollar est devenu faible, donc il faut se rattraper sur le prix, il augmente le prix. Vous voyez que c'est une question monétaire finalement qui revient. Donc, quelle est la stabilité? Si on change le CFA, est-ce qu'il sera possible d'éviter tout ça, d'avoir une stabilité de justement? Mais vous savez, moi, et en quoi? Et comment est-ce qu'elle va se présenter? Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, l'expérience cumulée sur le plan monétaire du Ghana, du Nigeria, de l'UEMOA, du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, toutes ces expériences-là réunies ne pourront pas gérer une banque centrale autonome. Je ne peux pas y croire. Sinon, vraiment, il va falloir que les Africains quand même revoient leur patrimoine. Oui, c'est le patrimoine cognitif, le patrimoine de connaissances, ainsi de suite. Je pense que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de volonté politique et d'individus capables de sonner les ruptures qui doivent être sonnées pour que les Africains puissent prendre leur destinée en main. Une petite question d'herbe. Dans ce même sillage, Ouattara a dirigé la Banque centrale. Oui. C'est quelqu'un qui comprend les enjeux et les principes. On ne peut pas le lui refuser. Il est chef d'État en plus. Il est entouré par des techniciens. S'il prend le courage d'affirmer qu'il n'y a aucun souci par rapport au CFA, mais c'est nous qui avons un problème ou c'est lui qui a un problème? Mais Marina, lui, ne peut pas avoir de problème avec le franc CFA parce qu'il en a beaucoup. Il en a beaucoup. Il y a des gens qui n'en ont pas, qui aujourd'hui payent 50% de leurs réserves pour stabiliser une monnaie. Il n'y a pas de stabilité. Parce que quand vous partez en France avec des CFA, est-ce que vous pouvez aller à la banque pour non, où est cette garantie-là? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens, quand même... Ouattara peut dire ce qu'il dit et nous l'acceptons. Parce qu'il a vécu, il a de l'expérience. Mais c'est argument contre argument. Il faut que quand même les gens s'écoutent et qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, il est question d'indépendance. D'autonomie, c'est une question de principe. Mais votre président a le même avis que Ouattara, il a également beaucoup d'argent. Ah bon, j'ai dit tout à l'heure que c'est des gens étiquetés proches de la métropole. Oui. Bon, je pense que ça, il ne faut pas l'occulter aussi. Donc le président Macky Sall a autant de CFA que Ouattara. Bien sûr. Bon, je pense que peut-être il faudrait quand même le calendrier pour l'éco et tout ça. Parce que moi, j'ai dit que si jamais l'éco n'est qu'une affaire UEMOA, sans le Nigeria, le Ghana et les autres pays, c'est une dévaluation déguisée qui se profile à l'horizon. Si je vois le Nigeria, le Ghana s'intéresser et que même si on repousse l'échéance vers 2025, je me dirais que donc c'est sérieux, on pourra continuer avec ces gens-là et on pourra construire quelque chose de bien. Alors, question d'actualité, on revient un peu avec ce qui se passe à la Sénélec. Le ministre du Pétrole et des Énergies, ancien directeur de la Sénélec, avait annoncé, si ma mémoire ne me joue pas des tours, Mounirou, 30 milliards de bénéfices, si je ne m'abuse. Et là, on va assister à une augmentation des prix de l'électricité. Pour vous, quelle lecture est-ce qu'il faut avoir de cette situation? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? C'est une lecture d'individualisme dans la gestion des entreprises publiques. Je m'explique. Une entreprise, c'est une logique de court terme et une logique de long terme. L'équilibre à court terme se jauge à l'aune du coût marginal, c'est-à-dire l'accroissement du coût quand je veux produire une unité de plus. Et à court terme, si le baril du pétrole baisse, comme ça a été le cas pendant que Matar Cissé était là, le ministre Matar Cissé, quand le baril quand même passe de $95 en 2012 pour chuter jusqu'à $30 en 2016, la situation était favorable à court terme pour qu'on déclare des profits ou dise que l'entreprise va bien. Parce qu'entre-temps, on a fait fi de tous les mécanismes d'anticipation tels que le fonds de soutien à l'énergie, qui même figure dans les comptes publics. Et on a fait fi de ça parce que normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir des prix stabilisés sur le long terme et que maintenant, à chaque fois que le baril baisse, on alimente ce fonds-là et que quand le baril va augmenter, on prend ce fonds-là pour subventionner, donc les prix sont stables. Mais alors, comment vous expliquez, j'en profite, pendant cette période, il y a eu une maîtrise de l'inflation. Oui. En tout cas, sur le cadre de l'électricité, il y a même eu une réduction de 10% sur les factures. Mais est-ce que cette réduction-là, moi, ce que j'ai constaté en tant qu'économiste, c'est que l'augmentation des tarifs a déjà eu lieu. Parce que beaucoup de Sénégalais se sont retrouvés tout dernièrement avec des factures qui ont drastiquement augmenté. Mais je vous dis que la baisse de 10%, bon, peut-être que ça a été appliqué à certains niveaux ou pas d'autres. Mais moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est que aujourd'hui, les Sénégalais
n'ont pas à payer les inepties managériales qui se passent au niveau de la Sénélec. C'est des inepties? Non, c'est des... Bon, je dis que c'est des inefficacités, des slacks, qu'on appelle en économie industrielle, des insuffisances en input et des surcoûts en input et des insuffisances en output. Aujourd'hui, s'il y a des sureffectifs, ou bien s'il y a d'autres gabégies, d'autres dépenses qui véritablement posent un problème de charge à la Sénélec, il faudrait que l'équipe managériale baisse cela, parce que ce ne sont pas les Sénégalais au Sénégal. Mais par rapport sur la question des charges, effectivement, nous avons eu des chiffres qui tournent autour de moins de 10%, par exemple pour la masse salariale de la Sénélec. Oui. Est-ce qu'il y a une... Bon, pour la masse salariale de la Sénélec, vous savez que des entreprises comme ça... Vous parlez de charges? Non, les charges de la Sénélec, le poste le plus important au niveau des charges de la Sénélec, c'est qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts que nous avons faits en termes d'énergie renouvelable, les énergies renouvelables à la Sénélec font 13%. Il y a 87% d'énergie qui est obtenue à partir du gaz, du fuel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, quand ces prix-là, le Sénégal ne produit pas encore, parce que même le directeur de la Sénélec dit que c'est pour quelques années, parce qu'il est dans la perspective du gaz qui va sortir et que le Sénégal pourra s'auto-subventionner sur ce plan-là. Mais c'est de l'énergie qui provient de thermique, qu'on brûle le fossile, voilà, quoi. Le fossile. Ce qui fait que donc, sur le plan international, quand ces produits-là augmentent de prix, ça va dépendre tout de suite sur les charges de l'entreprise. Ce qui s'est passé, c'est que d'environ $100, dans les années 2012-2013, le baril a chuté jusqu'à $30, moins de $30 en 2016, pour repartir jusqu'à $62 aujourd'hui. Ce qui fait que donc, si malheureusement, on n'a pas eu les réflexes nécessaires pour faire les anticipations nécessaires, mais c'est des coûts qui augmentent drastiquement. Il faudrait quand même une entreprise, c'est un équilibre. Mounirou, est-ce que ce n'est pas l'État aussi qui, tout simplement, veut se désengager? Selon des informations, la Sénélec se porte bien, mais c'est l'État qui se désengage, comme dans le secteur de l'horticulture, comme également dans la pêche. Et à la recherche d'argent, on va frapper à la poche, tout simplement, les Sénégalais. Moi, je pense que l'État ne s'est même pas désengagé, parce que récemment, il y a une loi de finances rectificative dans laquelle oui, finalement, après, il y a 125 milliards de francs. Mais c'est après le tollé suscité par justement l'annonce de ces mesures d'augmentation. Moi, je dis aujourd'hui, je suis d'accord pour qu'on retourne à la vérité des prix. Mais, qui correspond à condition que toutes les inefficacités et les inefficiences qui sont dans la Sénélec soient extirpées intégralement. Et là, on pourra constater effectivement que si on applique la vérité des prix, il n'y aura même pas besoin de faire des augmentations. La question de tout à l'heure, est-ce que c'est un programme d'ajustement structurel aussi que l'on vit? Oui, parce que moi, j'ai constaté au même titre que les Sénégalais qu'on cherche 30 milliards quelque part sur les permis, qu'on cherche 30 milliards sur d'autres choses, quoi. Il y a beaucoup de choses sur les plaques d'immatriculation. Le gouvernement est en train quand même de chercher de l'argent. Bon, là, on ne peut pas, en tant qu'économiste, quand même se hasarder à des analyses aussi aériennes. Je le constate au même niveau, au même titre que les Sénégalais. Mais on se rend compte que depuis qu'on a votre version en tant qu'économiste par rapport justement à ça, votre avis d'expert, le rythme d'évolution de notre économie est très faible et il n'est pas inclusif. Aujourd'hui, on parle de milliards. Nous sommes à 15 000 milliards de PIB au Sénégal, selon la base de calcul 2014. Nous sommes aujourd'hui à 8 000 milliards de dettes, c'est vrai. Mais quand même, 15 000 milliards de PIB créés dans un pays comme le Sénégal, c'est parce que ce n'est pas inclusif que ce PIB-là ne se fait pas sentir par toutes les populations. C'est ça qui pose de véritables problèmes. Nous avons une économie qui a une très faible productivité. Quand votre moteur n'est pas productif, il faut changer de moteur. Quand votre moteur n'est pas productif, vous mettez beaucoup de carburant pour que ça fonctionne. C'est pourquoi on met 6 000 milliards pour obtenir 23% de croissance. C'est très faible. Il faudrait que le gouvernement revoie les moteurs. C'est ça la solution. C'est quoi l'urgence aujourd'hui? Puisque je sais que le temps nous rattrape. C'est quoi l'urgence par rapport au contexte, à la situation dans laquelle nous vivons en tant que Sénégalais? Mais il faudrait que... Moi, j'ai dit, il y a beaucoup de choses concrètes dans le pays. Il y a des plans d'appui à la modernisation de l'administration, des PAMA, des PUMA, ainsi de suite. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum avait dit que bari pexe nek ci njub moko gën. Il faut que ces gens-là quand même se résolvent à créer les ruptures qu'ils doivent créer, à enlever tout ce qui est favoritisme, clientélisme, népotisme, tout ce qu'ils font de mauvais. Et ils verront que les résultats vont suivre. Papis Diaw, c'est ainsi qu'on va se quitter. Mounirou Ndiaye, merci d'avoir répondu à notre invitation. Papis Diaw, merci à vous. Merci aux téléspectateurs qui nous ont bien reçus chez eux.
Et on donne rendez-vous dès demain, Inch'Allah, sur cette antenne.